La Norvège du IXe siècle n'existe pas vraiment. Ce qu'on appelle Norvège n'est qu'une mosaïque de petits royaumes constamment en guerre, dirigés par des chefs vikings qui se disputent chaque fjord, chaque vallée, chaque port stratégique. Certains se prétendent rois, d'autres jarls, mais tous partagent la même ambition, étendre leur pouvoir au détriment de leurs voisins. Dans cette Scandinavie morcelée où les frontières changent au gré des batailles et des alliances, un jeune garçon de 10 ans s'apprête à hériter d'un fardeau impossible. Harald Halfdanson vient de perdre son père dans des circonstances tragiques. Halfdan le Noir, roi du Vestfold et de plusieurs autres petits territoires du sud-est, rentrait d'un banquet quand la glace du lac Randsfjorden a cédé sous son traîneau. L'eau glacée l'a englouti avec une partie de sa suite. Le jeune Harald se retrouve propulsé sur un trône qu'il ne maîtrise pas encore. Son père avait rassemblé plusieurs royaumes par la conquête et le mariage, créant un ensemble de territoires dispersés dans le sud-est de la Norvège actuelle. Mais ces conquêtes restent fragiles. Les jarls des royaumes voisins réclament même le corps de Halfdan, forçant à le diviser en 4 parties pour satisfaire leurs exigences macabres. Harald assiste impuissant au dépeçage symbolique de l'héritage paternel. Pourtant, ce traumatisme forge quelque chose en lui. L'enfant roi grandit sous la tutelle de son oncle maternel, apprenant rapidement les règles brutales de la politique viking. La trahison, l'alliance, le combat, voilà les outils de survie dans ce monde sans pitié. Harald comprend que pour protéger son héritage, il devra faire beaucoup plus que défendre ce que son père lui a laissé. Il devra conquérir. Les années passent. Harald n'est plus un enfant. En 866, il lance sa première série de conquêtes, s'emparant de territoires voisins, écrasant des révoltes, forgeant des alliances par le mariage ou l'épée. Sa réputation grandit. On commence à parler de ce jeune roi ambitieux qui refuse de se satisfaire de son petit royaume. C'est alors qu'il envoie ses émissaires vers Gyda Eiriksdottir, fille du roi Éric de Hordaland. La jeune femme a la réputation d'être d'une beauté exceptionnelle, mais aussi d'un orgueil sans limite. Harald veut la prendre comme concubine. La réponse de Gyda le gifle comme une insulte publique. Pourquoi perdrais-je ma virginité avec un roi dont le domaine se limite à quelques provinces ? Lance-t-elle au messager. Qu'il revienne quand il sera roi de toute la Norvège. Alors, peut-être, je considérerai sa demande. L'affront est cuisant. Les conseillers de Harald lui suggèrent d'envoyer des guerriers pour ramener la jeune femme de force. Mais Harald voit plus loin. Ce défi public devient pour lui une opportunité. Devant sa cour assemblée, il prononce un serment qui va devenir légendaire. « Je jure que je ne couperai ni ne peignerai mes cheveux avant d'être devenu le roi de toute la Norvège. Seulement alors, je reviendrai demander la main de Gyda. » C'est un pari fou. La Norvège compte des dizaines de petits royaumes, des centaines de chefs de guerre, des milliers de guerriers prêts à défendre leur indépendance. Mais ce serment devient un étendard. Harald transforme son humiliation en mission. Ses cheveux, qui commencent à pousser sans entretien, deviennent le symbole visible de son engagement. On commence à le surnommer Harald l'ébouriffé, Harald aux cheveux crépus. Le jeune roi ne perd pas de temps. Il lance une campagne de conquête méthodique, utilisant la force quand nécessaire, la diplomatie quand c'est possible. Sa première grande victoire arrive quand il écrase une révolte dans le royaume d'Oppland. Les rebelles pensaient profiter de sa jeunesse pour reprendre leur indépendance. Ils découvrent qu'Harald n'a rien d'un roi faible. Harald comprend que pour unifier la Norvège, il doit s'appuyer sur des alliances solides. Il noue un pacte crucial avec Håkon, le puissant comte de Lade, qui contrôle le Trøndelag au nord. Cette alliance lui ouvre la route vers l'ouest, vers les royaumes côtiers riches qui contrôlent le commerce maritime. La stratégie de Harald repose sur plusieurs piliers. D'abord, il cible les routes commerciales. Les fjords norvégiens sont des autoroutes naturelles pour les drakar vikings. Contrôler ces passages signifie contrôler le pouvoir économique et militaire. Ensuite, il utilise le mariage comme arme politique. Au fil des années, Harald épouse plusieurs femmes issues de familles royales, créant des alliances qui fragilisent ses ennemis de l'intérieur. Mais surtout, il bâtit une armée redoutable. Harald recrute les meilleurs guerriers, dont ces combattants légendaires qu'on appelle les berserkers, les guerriers fauves. Ces hommes, vêtus de peau d'ours ou de loup,
entrent dans des transes de combat où ils semblent insensibles à la douleur. Les sagas racontent qu'ils mordaient leurs boucliers avant la bataille, hurlant comme des bêtes sauvages. Leur réputation terrorise les ennemis avant même que la première épée ne soit levée. La flotte de Harald grandit année après année. Les Drakkar sortent des chantiers navals, ces navires effilés capables de naviguer aussi bien en haute mer que dans les eaux peu profondes des fjords. Cette maîtrise navale devient son avantage décisif. Pendant que ses adversaires doivent traverser des montagnes et des forêts pour rassembler leurs forces, Harald peut frapper rapidement par mer, débarquer ses guerriers là où on ne l'attend pas, puis repartir avant que l'ennemi puisse organiser une riposte. En 872, après la bataille de Solskjel qui lui donne le contrôle du fjord de Trondheim, Harald contrôle désormais la majorité du nord et de l'est de la Norvège. Mais l'ouest reste indépendant. Les royaumes côtiers, enrichis par le commerce avec les îles britanniques et l'Atlantique, refusent de se soumettre. Leur richesse leur permet de lever des armées puissantes. Leur position géographique, avec leurs fjords profonds et leurs montagnes escarpées, rend l'invasion difficile. Ces rois de l'Ouest savent que s'ils tombent, c'est toute la Norvège qui passera sous le joug de Harald. Ils forment une coalition désespérée. Plusieurs royaumes qui se battaient entre eux quelques mois auparavant unissent maintenant leurs forces contre l'ennemi commun. Leur plan, écraser Harald dans une bataille navale décisive avant qu'il ne devienne trop puissant. Le choix du lieu n'est pas un hasard. Le Hafrsfjord, près de l'actuel Stavanger, est un fjord stratégique qui contrôle l'accès à la mer du Nord et aux routes commerciales vers l'ouest. Celui qui domine ce fjord domine le commerce avec les îles Shetland, les Orcades, les Hébrides et même l'Irlande. C'est ici que les rois de l'Ouest décident de faire leur dernière résistance. La coalition rassemble une flotte impressionnante. Les Drakkar arrivent de tous les royaumes de l'Ouest, chargés de guerriers aguerris. Parmi eux, des Jarls qui ont combattu dans les îles britanniques, des Vikings qui ont participé à des raids jusqu'en Méditerranée. Ce ne sont pas des amateurs, mais des combattants professionnels qui connaissent toutes les ruses de la guerre navale. Les trois principaux chefs de la coalition représentent le dernier rempart contre l'unification forcée. Ils savent que cette bataille décidera du sort de la Norvège. Perdre signifie non seulement abandonner leur indépendance, mais aussi accepter les nouvelles taxes de Harald, le partage de leurs richesses, la fin de leur mode de vie traditionnel. Harald reçoit les nouvelles de cette concentration de force. Ses éclaireurs lui rapportent l'ampleur de la flotte ennemie ancrée dans le Hafrsfjord. Certains de ses conseillers suggèrent la prudence. Pourquoi ne pas attendre, diviser les ennemis, les affronter séparément? Mais Harald refuse. Il a passé 10 ans à conquérir la Norvège. Ses cheveux, désormais longs et emmêlés, pendent sur ses épaules comme un rappel constant de son serment. Cette bataille sera décisive. Il rassemble sa flotte. Les Drakkar se concentrent, portant les bannières de tous les royaumes qu'il a soumis. À la proue de son navire personnel, un vaisseau massif qui domine tous les autres, Harald fait monter ses guerriers d'élite. Thorolf, fils de Kveldulfa, un combattant réputé pour sa force exceptionnelle, prend position à l'avant. Bard le Blanc et les fils de Berdla Kari, Olvir Knufa et Eyvind Lambi, tous des guerriers légendaires, se tiennent à ses côtés. Mais l'atout secret de Harald se trouve sur le demi-tillac d'avant. 12 berserkers, les guerriers fauves les plus redoutés de Scandinavie. Ces hommes, appelés aussi Ulfednar, les pelisses de loup, portent des saros en peau de loup au lieu d'armure métallique. Les sagas racontent qu'ils sont Eigi Bitujarn, le fer ne mord pas sur eux. Cette réputation d'invulnérabilité, qu'elle soit réelle ou psychologique, en fait des armes de terreur incomparables. Harald fait également venir Rögnvald de Moher et de nombreux autres grands seigneurs qui ont juré fidélité à sa cause. La flotte qui remonte vers le Hafrsfjord représente la puissance accumulée de toute la Norvège orientale. C'est la plus grande force navale jamais rassemblée dans ces eaux. L'aube du 18 juillet 872 se lève sur le Hafrsfjord. Les deux flottes se font face, séparées par quelques centaines de mètres d'eau calme. Le silence précédant la tempête. Les équipages vérifient leurs armes, resserrent les sangles de leurs boucliers, murmurent des prières aux anciens dieux.
Les dracars ennemis sont disposés en formation défensive, leurs proutes menaçantes tournées vers l'entrée du fjord. Ils comptent sur leur connaissance du terrain, sur les courants et les bancs de sable qui peuvent piéger les navires ennemis. Harald, lui, mise sur la vitesse et la coordination. Ces rameurs, entraînés pendant des années, peuvent manœuvrer leurs navires avec une précision mortelle. Le signal est donné. Les tambours de guerre résonnent. Les rames frappent l'eau en cadence et les dracars s'élancent. La distance se réduit rapidement. Les archers commencent à tirer. Les flèches volent dans les deux sens, sifflant dans l'air avant de se planter dans les boucliers ou les corps. Les premiers cris de douleur percent le fracas des rames et des vagues. Puis c'est le choc. Les navires se percutent avec une violence terrible. Le bois craque, les hommes hurlent. Les guerriers sautent d'un navire à l'autre. Les haches et les épées tracent des arcs mortels. Le sang commence à rougir les ponts et l'eau du fjord. Le navire royal de Harald fonce droit vers le centre de la formation ennemie. C'est une tactique risquée, mais Harald sait que briser le cœur de la coalition démantèlera leur résistance. À la proue, les berserkers entrent dans leur transe. Leurs yeux se révulsent, leurs mâchoires claquent. Ils mordent leurs boucliers jusqu'à ce que l'écume couvre leurs lèvres. Quand le navire heurte celui des ennemis, ils bondissent les premiers. Le spectacle est terrifiant. Ces guerriers fauves se jettent dans la mêlée sans aucune considération pour leur sécurité, frappant avec une force surhumaine. Un berserker peut tenir tête à 3 ou 4 guerriers ordinaires. Les épées rebondissent sur leur corps, comme si une protection invisible les recouvrait. Cette aura d'invincibilité brise le moral des défenseurs. Harald lui-même combat depuis le tillac de son navire, protégé par sa garde rapprochée. Il dirige la bataille, ordonnant aux autres dracars où frapper, quelle brèche exploiter. Sa présence inspire ses hommes. Le roi se bat à leur côté, partage leurs dangers. Chaque fois qu'un guerrier hésite, il voit Harald là-haut, l'épée brandie, les cheveux emmêlés flottant au vent, incarnation vivante du serment qu'il a prononcé 10 ans plus tôt. La bataille fait rage pendant des heures. Les dracars dérivent, accrochés les uns aux autres par des grappins et des cordes. Les ponts deviennent glissants de sang. Les morts tombent par-dessus bord, leur corps emportés par le courant. Ni l'un ni l'autre camp ne semble pouvoir prendre l'avantage. Mais lentement, la supériorité numérique et la meilleure organisation de Harald commencent à peser. Ces guerriers sont mieux entraînés, mieux équipés. Surtout, ils se battent pour un roi qu'ils ont appris à respecter, tandis que la coalition se compose de guerriers qui, quelques mois plus tôt, étaient encore des ennemis entre eux. Les premiers signes de désorganisation apparaissent dans les rangs de la coalition. Un navire tente de se désengager, exposant le flanc de celui qui le couvre. Harald le voit immédiatement. Il ordonne à 3 de ses dracars d'exploiter la brèche. Les navires ennemis, pris en tenaille, sont rapidement submergés. Leurs équipages sautent à l'eau, préférant tenter leur chance en nageant vers la rive plutôt que de mourir l'épée à la main. Cette première fuite provoque un effet domino. D'autres navires ennemis, voyant leurs alliés abandonner la bataille, commencent à douter. Les chefs de la coalition tentent de maintenir la cohésion, hurlant des ordres, menaçant les déserteurs. Mais la peur est contagieuse. Bientôt, ce ne sont plus quelques navires, mais des sections entières de la flotte ennemie qui tentent de se retirer. Harald ne leur laisse aucune chance. Ses dracars les plus rapides se lancent à leur poursuite, éperonnant les fuyards, abordant les navires ennemis pour massacrer les équipages. Le Hafrsfjord devient un cimetière flottant. L'eau du fjord, teintée de rouge, charrie des corps, des débris de navires, des boucliers brisés. Les 3 principaux chefs de la coalition se battent jusqu'au bout. Encerclés, submergés par le nombre, ils refusent de se rendre. La tradition viking exige qu'un chef meure l'arme à la main plutôt que d'accepter la honte de la capture. Ils tombent un par un, leurs guerriers les plus fidèles formant un dernier rempart autour d'eux avant d'être eux aussi abattus. Quand le soleil commence à décliner vers l'horizon, la bataille est terminée. La victoire de Harald est totale. Des dizaines de dracars ennemis dérivent, leurs équipages morts ou prisonniers. Les survivants qui ont réussi à atteindre la rive s'enfuient dans les montagnes, abandonnant tout espoir de continuer la résistance. Harald se tient sur le pont de son navire, contemplant le carnage.
ses propres pertes sont lourdes. Des centaines de ses guerriers gisent, morts ou mourants. Certains de ses meilleurs capitaines ne reverront jamais leur foyer. Mais le sacrifice en valait la peine. La bataille de Hafrsfjord vient de sceller le destin de la Norvège. Les jours suivants voient de la soumission des derniers royaumes indépendants. Sans leur flotte, sans leurs armées, les rois de l'Ouest n'ont plus les moyens de résister. Certains acceptent de prêter serment à Harald, conservant une partie de leur autonomie en échange de leur fidélité. D'autres refusent et prennent le chemin de l'exil. L'exode commence. Des familles entières, parfois des clans complets, préfèrent quitter la Norvège plutôt que de se soumettre au nouveau roi. Ils embarquent sur des navires chargés de leurs biens, de leurs animaux, de leurs souvenirs. Certains se dirigent vers l'Islande, cette île récemment découverte où la terre est encore vierge et libre. D'autres choisissent les archipels écossais, les Orcades, les Shetland, les Hébrides, les îles Féroé. Quelques-uns poussent jusqu'en Normandie, en Écosse, en Irlande. Ces exilés ne pardonneront jamais à Harald. Des bases qu'ils établissent dans ces terres lointaines, ils lancent des raids contre la Norvège. Pendant des années, Harald devra organiser des expéditions punitives pour protéger ses côtes contre ces vikings amers qui harcèlent son royaume. Mais pour l'instant, Harald savoure son triomphe. Dans la ville d'Averøy, il organise une grande cérémonie. C'est là qu'il va enfin accomplir l'autre partie de son serment. 10 ans ont passé depuis qu'il a juré de ne pas toucher à ses cheveux. Ils ont poussé, longs, emmêlés, sales, symbole visible de son engagement. Le Jarl Rögnvald Eysteinsson, son fidèle allié qui a combattu à ses côtés à Hafrsfjord, se tient devant lui avec des ciseaux. La foule assemblée retient son souffle. Rögnvald coupe les cheveux du roi, révélant enfin le visage de l'homme qui a unifié la Norvège. Quand c'est terminé, il recule d'un pas et prononce les mots qui vont entrer dans l'histoire. Tu n'es plus Harald l'ébouriffé. Désormais, tu seras connu comme Harald Hårfagre, Harald à la belle chevelure. Le nom restera. Harald à la belle chevelure, le premier roi de toute la Norvège. Les Skalds, ces poètes qui préservent la mémoire des grands exploits, composent déjà des chants pour célébrer sa victoire. Le plus célèbre d'entre eux, Thorbjørn Hornklofi, écrit le Haraldskvedi, un poème qui raconte la bataille de Hafrsfjord et la grandeur du nouveau roi. Mais unifier un royaume par l'épée ne garantit pas de le garder par la paix. Harald le comprend rapidement. Il doit maintenant administrer ce qu'il a conquis, transformer une mosaïque de royaumes vaincus en une nation cohérente. La tâche est monumentale. Sa première décision provoque immédiatement des tensions. Harald proclame que toutes les terres de Norvège lui appartiennent désormais. Les jarls et les propriétaires terriens qui veulent conserver leur domaine doivent payer une taxe annuelle. Cette innovation administrative, révolutionnaire pour l'époque, crée un État centralisé, où le roi contrôle directement les ressources du royaume. Les réactions sont violentes. La tradition viking repose sur l'indépendance des chefs locaux. Chaque jarl gouvernait son territoire comme bon lui semblait, sans devoir rendre de compte à personne. Maintenant, Harald exige non seulement leur soumission, mais aussi leur argent. Pour beaucoup, c'est intolérable. Des révoltes éclatent. Dans les provinces de l'intérieur, loin des côtes où Harald peut déployer rapidement sa flotte, des chefs locaux refusent de payer. Harald doit envoyer des armées pour mater ces rébellions, une par une. Chaque victoire est suivie de représailles sévères. Les propriétés des rebelles sont confisquées, redistribuées à des fidèles de Harald. Ces confiscations ne font qu'alimenter le ressentiment. Ceux qui ne veulent ni se soumettre ni se battre choisissent l'exil. L'hémorragie de population se poursuit pendant des années. Les meilleurs guerriers, les familles les plus riches, les esprits les plus indépendants quittent la Norvège. Ils emportent avec eux leurs compétences, leurs richesses, leur expérience. C'est un coup caché de l'unification. Harald tente de compenser ses pertes en organisant son royaume de manière plus efficace. Il nomme des jarls et des officiers pour gouverner en son nom dans les différentes régions. Il établit un système de messagers pour maintenir la communication à travers les vastes distances. Il organise des assemblées régulières où les disputes peuvent être réglées sans recourir immédiatement aux armes. Mais son règne reste fondamentalement militaire.
Harald doit maintenir une flotte puissante et une armée permanente pour dissuader les rebelles potentiels. Ces forces coûtent cher, justifiant encore plus les taxes qu'il impose. C'est un cercle vicieux dont il ne peut s'extraire. Harald comprend qu'il ne peut pas gouverner uniquement par la force. Il déploie donc une autre arme, le mariage. Sa vie personnelle devient un outil politique. Au fil des années, Harald épouse au moins 7 femmes, peut-être 8 selon certaines sources. Chaque mariage scelle une alliance avec une région ou une famille puissante. Gyda Eiríksdóttir, bien sûr, devient sa première reine officielle. Après tout, c'est pour elle qu'il a lancé cette conquête folle. Mais la légende romantique cache une réalité plus sombre. Le père de Gyda, Éric de Hordaland, a probablement été tué pendant les campagnes de Harald. Gyda épouse donc l'homme qui a conquis et peut-être détruit le royaume de son père. On ne sait pas si ce mariage est une union heureuse ou simplement une nécessité politique pour légitimer le contrôle de Harald sur le Hordaland. Harald épouse également une princesse danoise, créant une alliance avec le puissant royaume du Sud. Ce mariage apporte non seulement la paix sur sa frontière méridionale, mais aussi une légitimité internationale. Le Danemark est alors la puissance dominante de Scandinavie. En s'alliant avec les Danois, Harald signale que la Norvège doit désormais être considérée comme un acteur majeur de la région. Les autres mariages suivent une logique similaire. Une épouse du Rogaland, une autre du Sogne, une troisième du Hedmark. Chaque union attache une région supplémentaire au trône. Les enfants nés de ces mariages tissent un réseau complexe d'alliances et de loyauté à travers tout le royaume. Cette stratégie matrimoniale prolifique produit une progéniture nombreuse. Selon les sources, Harald aurait eu entre 20 et 23 enfants. 12 de ses fils deviendront rois, soit de régions spécifiques de Norvège, soit, pour 2 d'entre eux, de l'ensemble du royaume. Mais cette abondance d'héritiers crée un problème que Harald ne réussira jamais vraiment à résoudre. Avec autant de fils, tous issus de lignées royales, tous avec des prétentions légitimes au trône, les querelles de succession sont inévitables. Harald tente de les apaiser en donnant à chaque fils un fief à administrer, espérant que cette distribution de pouvoir suffira à maintenir la paix. Ça ne marche pas. Ses fils se battent entre eux, jaloux des territoires de leurs frères, ambitionnant de supplanter leurs rivaux. Ces conflits internes affaiblissent le royaume et préfigurent les troubles qui suivront la mort de Harald. Comme si les problèmes intérieurs ne suffisaient pas, Harald doit aussi faire face aux exilés norvégiens qui ont trouvé refuge dans les îles de l'Atlantique Nord. Ces Vikings amers utilisent leurs bases aux Orcades, aux Shetland et aux Hébrides pour lancer des raids contre la côte norvégienne. Ils connaissent parfaitement le terrain. Ce sont d'anciens seigneurs norvégiens, des guerriers qui ont grandi dans ces fjords, navigué sur ces mers toute leur vie. Ils savent tout frapper pour faire mal, quand attaquer pour surprendre les défenseurs. Leurs raids sont rapides et meurtriers. Ils brûlent des villages, pillent des fermes, massacrent ceux qui résistent, puis disparaissent avant que les forces de Harald puissent arriver. Cette guérilla maritime devient une épine permanente dans le flanc de Harald. Il ne peut pas laisser ses attaques impunies sans paraître faible. Mais chaque expédition punitive coûte cher en hommes et en ressources. De plus, les exilés peuvent compter sur le soutien des populations locales des îles écossaises, qui voient en eux des alliés contre la domination norvégienne naissante. Harald décide finalement de frapper un grand coup. Il organise une expédition massive vers l'ouest, visant à soumettre les Orcades une fois pour toutes. Sa flotte traverse la mer du Nord et débarque dans les îles. La campagne est brutale. Harald force les exilés norvégiens à choisir, soit partir encore plus loin, vers l'Islande ou l'Irlande, soit se soumettre et cesser leurs raids. Beaucoup choisissent l'exil définitif. Ils embarquent vers l'Islande, cette terre froide et volcanique qui devient le dernier refuge de la liberté viking. Là-bas, loin de la portée de Harald, ils établissent une société sans roi, gouvernée par des assemblées d'hommes libres. L'Islande devient ainsi, ironiquement, le dépositaire de la culture et des traditions que Harald a cherché à écraser en Norvège. Ceux qui restent dans les Orcades doivent accepter la suzeraineté norvégienne. Harald nomme des jarls pour gouverner en son nom, établissant un contrôle qui perdurera pendant des siècles. Les îles Shetland, les Hébrides et même les Féroé tombent sous influence norvégienne. Sans le vouloir,
La résistance à Harald a transformé la Norvège en puissance maritime s'étendant bien au-delà de ses frontières naturelles. Les années passent. Harald vieillit. L'homme qui a unifié la Norvège par le fer et le sang devient un vieillard fatigué, observant avec amertume les conflits entre ses fils. L'unité qu'il a forgée commence déjà à se fissurer de son vivant. Il fait face à un dilemme insoluble. S'il désigne un seul héritier, il condamne les autres fils à se rebeller. S'il divise le royaume entre tous ses fils, il détruit l'unification pour laquelle il a tant combattu. Dans les deux cas, son œuvre semble vouée à ne pas lui survivre. Harald choisit finalement la première option. Il désigne Eric Blodøx, Eric à la hache sanglante, comme son successeur principal. Eric est le fils de sa femme danoise, Ragnhild Eiriksdatter, ce qui lui donne une légitimité internationale. Il a aussi hérité du tempérament violent de son père, gagnant son surnom sinistre au cours de nombreuses batailles. Mais ce choix provoque exactement ce que Harald craignait. Les autres fils, particulièrement ceux qui gouvernent déjà des régions importantes, refusent d'accepter la primauté d'Éric. Des complots se forment, des alliances se nouent contre le successeur désigné. Harald tente de maintenir l'ordre par sa simple présence, mais il sent son pouvoir lui échapper. Le roi qui terrifiait ses ennemis n'est plus qu'un vieil homme entouré de fils ambitieux qui attendent sa mort pour se déchirer entre eux. Vers 932 ou 933, Harald meurt. Les sources ne s'accordent pas sur l'année exacte, ni sur le lieu de sa sépulture. Selon la tradition, il aurait été enterré dans un tumulus près de l'actuel Haugesund, mais ce tertre n'a jamais été retrouvé. Peut-être est-ce symbolique, le premier roi de Norvège disparaît sans laisser de traces physiques, uniquement sa légende. Comme il le craignait, l'unification ne lui survit pas longtemps. Éric à la hache sanglante monte sur le trône, mais il doit immédiatement faire face à la rébellion de ses frères. Le plus dangereux d'entre eux est Håkon le Bon, qui a été élevé en Angleterre par le roi Æthelstan et qui revient en Norvège avec le soutien anglais. Éric gagne son surnom en massacrant ses frères rivaux, mais cette violence ne fait qu'augmenter l'opposition contre lui. Après seulement quelques années de règne chaotique, il est chassé du trône par Håkon. Éric fuit en Angleterre, où il deviendra roi de Northumbrie avant d'être finalement assassiné. La Norvège retombe dans la fragmentation. Les jarls de Lade, dans le Trøndelag, reprennent leur indépendance. Le royaume se divise à nouveau en provinces semi-autonomes. Il faudra attendre plusieurs générations et finalement l'arrivée du christianisme avec le roi Olaf Tryggvason à la fin du Xe siècle, puis la consolidation sous saint Olaf au début du XIe siècle pour que la Norvège soit vraiment et durablement unifiée. Alors Harald a-t-il vraiment unifié la Norvège? La question divise encore les historiens aujourd'hui. Les sagas islandaises, écrites plus de 3 siècles après sa mort, le présentent comme le fondateur du royaume norvégien. Elles font de lui un héros national, le roi qui a transformé une mosaïque de tribus en une nation. Mais les historiens modernes sont plus sceptiques. Ils notent que les seules sources contemporaines de Harald sont 2 poèmes skaldiques, le Haraldskvæði et le Glimdrapa, composés par Thorbjørn Hornklofi. Ces poèmes mentionnent la bataille de Hafrfjord et célèbrent Harald, mais ils ne prétendent pas qu'il a unifié toute la Norvège. Cette idée semble être une construction ultérieure. Les recherches archéologiques et historiques suggèrent que le pouvoir de Harald était probablement limité aux zones côtières du sud et de l'ouest. L'intérieur montagneux, le Grand Nord, les régions de l'est près de la frontière suédoise sont restés largement indépendants. Harald était peut-être un roi particulièrement puissant, mais pas vraiment le souverain de toute la Norvège. De plus, comme on l'a vu, son unification ne lui a pas survécu. Le royaume s'est immédiatement fragmenté après sa mort. On pourrait donc argumenter que Harald n'a pas vraiment créé la Norvège, il a simplement établi l'idée qu'une telle unification était possible et désirable. Pourtant, l'impact de Harald sur l'histoire scandinave reste indéniable. Il a changé la nature même de la royauté viking. Avant lui, les rois vikings étaient essentiellement des chefs de guerre locaux, premiers parmi leurs pairs, mais sans autorité absolue. Harald a introduit le concept d'un roi qui gouverne par droit divin ou conquête sur un territoire défini, levant des taxes,
distribuant des fiefs, maintenant une administration centralisée. Ce modèle de royauté, même s'il s'est effondré après Harald, a inspiré ses successeurs. Chaque roi norvégien ultérieur se réclamera de son héritage, se présentera comme son héritier légitime. La dynastie qu'il a fondée, même si elle a été interrompue et contestée, établira le cadre dans lequel la politique norvégienne évoluera pendant des siècles. La figure de Harald à la belle chevelure est devenue centrale dans la construction de l'identité nationale norvégienne. Au XIXe siècle, quand la Norvège luttait pour son indépendance vis-à-vis de la Suède, Harald a été ressuscité comme symbole d'unité nationale. En 1872, exactement 1000 ans après la bataille de Hafrsfjord, selon la chronologie traditionnelle, un monument a été érigé à Haugesund. Le Haraldshaugen, comme on l'appelle, consiste en un obélisque entouré de 29 pierres, représentant les anciens comtés norvégiens. Ce nombre de 29 est une reconstruction du XIXe siècle, une tentative d'imaginer combien de royaumes Harald aurait pu unifier. Les nationalistes norvégiens avaient besoin d'un héros fondateur, et Harald a été taillé sur mesure pour ce rôle. En 1983, un autre monument a été inauguré près de Stavanger, sur les rives du Hafrsfjord. Les épées sur les rochers représentent 3 épées massives en bronze plantées dans le roc. Elles mesurent près de 10 mètres de haut. Chaque épée symbolise l'un des 3 rois qui se sont affrontés à Hafrsfjord, Harald et ses 2 principaux adversaires de la coalition de l'Ouest. La plus grande épée représente évidemment Harald. Le monument a été inauguré pour le 1111e anniversaire de la bataille, bien que les historiens doutent maintenant que la date de 872 soit correcte. La bataille a probablement eu lieu entre 885 et 890, peut-être même plus tard, mais peu importe. Le mythe est plus puissant que la réalité historique. Ces épées plantées dans la roche portent un message de paix. Elles sont fixées de manière permanente, symbolisant qu'elles ne seront plus jamais tirées pour la guerre. C'est une interprétation moderne de la violence de Harald, une tentative de transformer le bain de sang de Hafrsfjord en fondation d'une paix durable. La réalité historique est évidemment plus compliquée. Harald n'a pas apporté la paix, du moins pas immédiatement. Il a apporté la guerre, la conquête, l'exil forcé, la taxation oppressive. Ses méthodes étaient brutales, même selon les standards vikings. Il a détruit autant qu'il a construit, mais il a aussi créé quelque chose de nouveau. Avant Harald, la Norvège n'était qu'une expression géographique. Après lui, c'était une idée, un projet politique. Même si son royaume s'est effondré, l'idée d'une Norvège unifiée a survécu. Ses successeurs ont pu s'appuyer sur cette idée, la renforcer, finalement la réaliser de manière plus durable. Et qu'en est-il de Gyda, la femme dont le dédain a déclenché toute cette saga? Les sources la mentionnent à peine après son mariage avec Harald. Elle lui donne des enfants, remplit son rôle de reine, puis disparaît de l'histoire. On ne connaît ni la date de sa mort, ni les circonstances. C'est peut-être approprié. Gyda n'a jamais été le vrai moteur de l'histoire de Harald. Elle était un prétexte, une excuse pour transformer l'ambition personnelle en quête héroïque. Harald voulait conquérir la Norvège de toute façon. Le refus de Gyda lui a simplement donné une narrative romantique pour justifier ses guerres. Le serment des cheveux, aussi, était probablement plus calculé qu'il n'y paraît. C'était une déclaration publique d'intention, un coup de relation publique avant la lettre. En attachant son apparence physique à son objectif politique, Harald créait un symbole visible que tout le monde pouvait voir et comprendre. Chaque personne qui le regardait était rappelée de son ambition, de son engagement. C'était du marketing génial. Mais le marketing ne gagne pas les batailles. Ce qui a unifié la Norvège, c'était la combinaison de forces militaires, de diplomatie habile, d'alliances stratégiques et de chance. Harald était au bon endroit au bon moment, avec les bonnes compétences et les bonnes ressources. Il a su identifier l'opportunité et la saisir sans hésitation. Il a aussi bénéficié de facteurs externes. Le Danemark était en proie à des conflits internes et ne pouvait pas intervenir efficacement en Norvège. Les îles britanniques étaient fragmentées entre différents royaumes, incapables de s'opposer à l'expansion norvégienne. La découverte récente de l'Islande fournissait une soupape de sécurité pour les mécontents, réduisant la pression interne contre Harald. Sans ces facteurs favorables, Harald aurait probablement été juste un autre roitelet ambitieux, écrasé par ses voisins
ou oubliées par l'histoire. Mais les étoiles se sont alignées et Harald a su en profiter. Que peut-on apprendre de la bataille de Hafrsfjord et de l'unification de la Norvège par Harald? Plusieurs leçons émergent de cette histoire sanglante. Premièrement, l'unification par la force est possible, mais fragile. Harald a réussi à conquérir la Norvège, mais son œuvre n'a pas survécu à sa mort. Les royaumes maintenus ensemble par l'épée ont tendance à se séparer dès que l'épée s'abaisse. Pour qu'une unification dure, elle doit être ancrée dans plus que la simple force militaire. Elle nécessite des institutions, une administration efficace, une légitimité acceptée par la population. Deuxièmement, les coûts de la conquête sont souvent sous-estimés. Harald a unifié la Norvège, certes, mais à quel prix? Des milliers de morts au combat, des familles entières forcées à l'exil, une économie saignée par les guerres constantes et les taxes oppressives. Les meilleurs éléments de la société norvégienne ont fui vers l'Islande et d'autres terres. Le royaume unifié était plus pauvre et plus faible que la somme de ses parties avant la conquête. Troisièmement, la personnalité d'un leader compte. Harald n'était pas simplement un guerrier compétent, c'était un homme charismatique, capable d'inspirer la loyauté, de tisser des alliances, de manipuler les symboles et les narratives. Son serment des cheveux, son choix de partenaires matrimoniaux, sa gestion de ses lieutenants, tout cela montre un politicien habile autant qu'un conquérant brutal. Enfin, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais elle est réécrite par leurs successeurs. Le Harald des sagas islandaises n'est probablement pas très proche du Harald historique. Il a été embelli, mythifié, transformé en héros national dont la Norvège moderne avait besoin. Cette mythification dit autant sur les besoins des générations ultérieures que sur les actions de Harald lui-même. La bataille de Hafrsfjord reste un moment pivot de l'histoire scandinave. C'est là que la Norvège, au moins comme concept, est née dans le sang et le fer. Les Drakar qui se sont affrontés dans ce fjord en juillet 872 portaient plus que des guerriers. Ils portaient l'avenir d'une nation. Aujourd'hui, les trois épées plantées sur les rochers du Hafrsfjord se dressent comme témoins silencieux de cette journée décisive. Les touristes les photographient, les enfants jouent à leurs pieds, les historiens débattent de leur signification. Mais elles restent, immuables, rappelant qu'il y a plus de 1000 ans, un roi aux cheveux emmêlés a transformé la Norvège pour toujours. Harald à la belle chevelure n'a peut-être pas vraiment unifié la Norvège pour de bon, mais il a planté l'idée dans le sol scandinave. Et comme ses épées de bronze, cette idée s'est avérée impossible à déraciner.